Je suis Dominique Lacrola, je suis formatrice de technologie. Il faut que je reste là. Donc, formatrice de technologie à l'ESP de l'Académie de Paris et co-auteur des ouvrages Sciences à vivre chez Accès Éditions. Et co-auteur d'un ouvrage sur le nouvel enseignement de seconde chez Hachette Sciences et Numériques et Technologies. Et donc, mon intervention ce matin va être d'essayer de, après constat que dans les classes, je ne vais pas parler ni de collège ni de lycée. Je suis formatrice sur le premier degré, je vais donc m'appuyer uniquement sur le premier degré. L'importance des projets de fabrication dans les classes. Et donc, mon intervention va avoir 4 points. J'espère qu'on arrivera jusqu'au 4e dans les 45 minutes qui sont imparties. Et je vais donc commencer par me placer sous l'égide de grands penseurs, que je ne me compare pas, mais il n'y a pas que moi qui dis ce que je vais essayer de vous démontrer. Puis je vais vous parler des démarches à mettre en œuvre. Je vais replacer ces fabrications, ces propositions de fabrication dans les programmes, selon 2 démarches. Je suis professeure de sciences et technologies, donc je ne vais pas m'occuper de l'EPS, des arts plastiques, de l'éducation musicale, qui sont aussi des disciplines dans lesquelles on met le corps en jeu, puisque moi, ça va être mon cœur de cible, on va dire. Donc, avec les 2 démarches prônées par les programmes, les investigations scientifiques et les investigations technologiques, puis en comparant 2 séquences, une séquence pour les maternelles, une séquence pour les cycles 3, dont la thématique et les objets roulants, je vais essayer de montrer toutes les transversalités possibles dans un projet de fabrication. Et je terminerai par une modalité que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle les défis technologiques. Je vous mettrai au défi de réaliser quelque chose en 5 minutes. Dans nos sociétés occidentales, tout ce qui est travail manuel est très dévalorisé. On vient de parler du lycée et de l'orientation et du post-bac. Les orientations vers des métiers manuels sont généralement des orientations par l'échec. Pourtant, de tout temps, à l'intérieur du dossier que mes collègues viennent de vous distribuer, il y a un petit quiz pour essayer de redonner à des grands penseurs les phrases qu'ils ont, des grands auteurs, les phrases qu'ils ont dites sur la main, et sur l'importance de savoir utiliser ses mains. Et donc, de tout temps, on a prôné le travail manuel, mais nos sociétés occidentales, je ne m'aventure pas ailleurs, les sociétés occidentales dévalorisent le travail manuel. Qui orienterait, qui est content quand on dit à des parents qu'il faut orienter vers une voie professionnelle, une voie technologique, ça va dire un petit peu mieux, mais tout le monde aspire à la voie générale. Et donc je vais essayer de montrer que, c'est pas parce qu'on travaille avec ses mains qu'on n'est pas intelligent, et c'est pas qu'on ne réfléchit pas. Les 3 grands pédagogues qui sont au tableau, de Crowley, Montessori et Freinet, ont dit ça bien avant moi. L'importance de passer par la manipulation, l'importance de passer par le concret pour pouvoir avoir des apprentissages plus abstraits mais plus efficients. On est dans un moment peut-être un petit peu de transition. Enfin, moi, je sens une petite vaguelette. Il y a un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur, dont j'avais noté le nom de l'auteur, mais je ne m'en rappelle plus, qui prône, c'était un universitaire qui est devenu garagiste et qui explique toutes les opérations mentales qu'il fait quand il répare une moto. Et il compare ces opérations mentales aux opérations intellectuelles qu'il faisait avant dans son métier de chercheur. Et puis, il y a tout le homemade, tous les die, tout ce retour vers le fait par moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites prémices
sur le fait que le travail manuel est en train de redevenir à la mode, en tout cas. Pas vraiment dans l'éducation. Hein. Donc, dans les programmes, les sciences et la technologie, je ne vous apprends rien là, hein, je vais juste aller très vite. En maternelle, ça s'appelle explorer le monde. Explorer, verbe d'action, explorer, verbe ludique. Les élèves vont être des petits explorateurs pour questionner le monde du vivant. Alors pas pour explorer, puisque c'est qu'en cycle 2, quand ils ont atteint un petit peu plus de maturité, qu'ils vont pouvoir se questionner, qu'ils ont aussi atteint des compétences langagières qu'ils n'ont peut-être pas en petite section. Donc, explorer le monde, questionner le monde. Domaine disciplinaire, sciences et technologies pour le cycle 3, et il n'y a qu'en cycle 4 que les disciplines arrivent. Sciences et vie de la Terre pour tout ce qui est du domaine du vivant, physique, chimie pour tout ce qui est du domaine de la matière, et technologie pour le monde des objets. Ça, c'est les programmes, et on préconise, dans les préambules des programmes, on préconise d'utiliser que les séquences de sciences et de technologies suivent ce canevas qui est illustré ici, qui est illustré sur le site de la Marlapatte. Il y a plein de schémas qui reprennent ce canevas classique d'une séquence de sciences. Et plutôt que d'en faire des grands discours, je vais essayer de vous faire vivre les deux grandes démarches qui sont prônées. La démarche scientifique, quand les questions qui sont issues de la première partie d'une séquence, qui est la partie de découverte, la partie de problématisation, soit les questions qu'on va se poser sont de l'ordre de la connaissance, et je vais donc devenir un petit chercheur, je vais chercher à répondre à ma question, soit les questions sont de l'ordre du faire, et dans ce cas-là, je jouerai aux petits ingénieurs, et je vais utiliser la démarche technologique. Je vais juste très rapidement essayer de vous faire vivre une démarche scientifique avec un exemple, une activité que j'ai appelée l'objet mystère. En fait, je ne pointe pas au bon endroit, c'est ça? Voilà, l'objet mystère, vous l'avez en photo dans votre dossier, vous l'avez en photo sur les tableaux, et il est là. Je vais vous le passer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet objet? C'est bon. Évidemment, le questionnement va être: qu'est-ce que c'est? À quoi cela sert-il? Je veux savoir à quoi sert cet objet. Cet objet est en bois. Il est composé de 3 éléments. Un manche, 2 embouts arrondis, un qui est fixe sur le manche avec une liaison pivot, c'est-à-dire je peux le tourner, mais je ne peux pas l'enlever. Le second est vissé, je peux l'enlever complètement. Je vous le montre. Et quand il est vissé complètement, l'objet fait à peu près 18 cm. Quand il est dévissé presque jusqu'au bout, l'objet fait 22 cm. Donc, l'objet va passer, on a 5 minutes, pas plus, pour émettre des propositions sur ce qu'est cet objet et à quoi sert-il. Je vous laisse sur vos tables réfléchir, et dès que vous avez une hypothèse, vous me la donnez. Alors, est-ce qu'il y a des hypothèses? Alors, allez-y. Je vous écoute. Ça va mettre en forme quelque chose. Alors, un outil. Alors, je vous donne un indice aussi. J'ai oublié de vous donner l'indice. C'était dans une boîte à outils. Je suis fan de vide-grenier, donc je l'ai acheté en vide-grenier. C'était dans une boîte à outils et c'était à Bergerac. Et ça, c'est un indice... Ah mais non, c'est trop facile maintenant. Ben oui, mais sauf que c'est pas ça. Donc, ce n'est pas... Alors, tire-bouchon, vous avez dit...
pour mettre en forme un chapeau. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Un écarteur de quelque chose. Quelque chose pour les tisserands, métier du textile, pour les enrouler de la laine ou quelque chose comme ça. C'était à ça que vous pensiez? Écarter les fils dans un métier à tisser. C'est tout? Et là-bas, vous êtes loin? Vous n'avez pas d'hypothèse parce que vous êtes loin? Oui, mais vous l'avez en face. Un truc pour les bateaux. Alors ça, c'est une chose, je suis sûre que je vais être raccord avec mon collègue d'hier que je n'ai pas entendu, mais les activités scientifiques et technologiques servent aux questions vocabulaire à ce qu'il n'y ait plus ni de trucs, ni de choses, ni de bidules dans le lexique de nos élèves. Est-ce que je pourrais avoir le nom de la personne qui a dit truc? Alors, je résume. Un écarteur de chapeau, un écarteur de laine ou de fil pour un tisserand, on a dit autre chose. Un tire-bouchon. Je ne sais pas. Un outil pour la sculpture, pour en fait un gabarit, un trusquin de forme. D'accord? Pour la sculpture. Un outil de mesure. Alors, vous êtes dans la même situation que moi quand j'ai acheté. Évidemment, j'ai demandé au vendeur, est-ce que vous savez à quoi sert cet objet? Il m'a répondu non, il était dans la maison quand nous avons acheté la maison. Et donc, je me suis retrouvée dans la même situation que vous. Et en fait, le mot à la mode dans les programmes de sciences et de technologie, c'est les investigations. Ben, c'est à ce moment-là que commencent les investigations. Et la démarche va commencer maintenant, c'est comment trouver. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Et qui a raison? Est-ce que c'est un écarteur de chapeau? Est-ce que c'est un outil pour le tisserand? Est-ce que c'est un outil, j'ai déjà oublié, pour les bateaux? Est-ce que c'est un tire-bouchon? J'ai pas, comme j'ai dit Bergerac, un outil pour le tonnelier, ça arrive assez souvent. Il y a des traces d'usure sur un des éléments courbes. Et donc, c'est maintenant que l'élève et vous êtes des petits chercheurs. Et ce qui est important, c'est pas de trouver à quoi ça sert. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de connaître les démarches nécessaires, les outils, la méthode qui va nous permettre de trouver. Et donc, nous sommes en 2019. Je pense que tout le monde connaît Google Images et le petit outil de Google Images. Est-ce que tout le monde le connaît? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Ok. Quand on est dans... Alors, je crois qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà. Quand on est dans Google Images, alors là, ça marche que sur celui-là, mon laser. Donc, je suis désolée. Ici, vous avez un petit appareil photo. Est-ce que ça va jusque là-bas? Là-bas, un petit appareil photo. Si vous cliquez sur cet appareil photo, vous allez rentrer le fichier image, la photo que vous faites de ce que vous voulez, de votre objet. C'est ce que j'ai fait. Ça marche très très bien avec tout ce qui est œuvre d'art. Vous avez vu un jour dans un musée et vous avez pris une photo d'une œuvre d'art qui va vous changer de Klimt et des spirales. Vous avez trouvé autre chose pour les maternelles. Mais vous avez oublié de prendre en photo le petit cartel, donc vous ne savez plus qui a fait quoi. Vous mettez la photo dans Google Images et Google, dans sa base de données, va faire la recherche et essayer de trouver les photos qui ressemblent à ce que vous lui avez mis dans la barre de recherche. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi dit que c'était un outil en bois. J'ai un petit peu donné d'autres critères. Et je lui ai dit que j'avais trouvé ça à Pringorieux, petit village à côté de Bergerac. Vous voyez qu'il n'a rien trouvé. Il a bien retenu que c'était un outil en bois, donc il m'a mis plein d'outils en bois, mais il ne m'a rien trouvé qui ressemblait à ça. Donc ma première investigation, qui est une investigation documentaire, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, j'aurais pris l'encyclopédie Diderot d'Alembert et j'aurais regardé toutes les planches d'outils, ou j'aurais pris un catalogue Manu France et j'aurais là aussi regardé toutes les planches.
Là, Google Images me permet d'aller plus vite, mais c'est quelque part la même chose, c'est une recherche documentaire. J'ai fait une autre recherche documentaire parce que j'ai la chance d'aller en vacances à côté d'un endroit où il y a un écomusée de l'outil. Avec le principe, ce sont des personnes qui rachètent des vieux ateliers avant que les artisans partent à la retraite et que l'atelier soit transformé en cinéma ou magasin de vêtements ou autre. Et donc je suis arrivée avec mon outil et je leur ai demandé, mais est-ce que vous connaissez ça ? Mes hypothèses sont chapelier, tisserand, batelier, tonnelier. On a donc été voir les différents ateliers dont ils disposaient. Ce n'est pas un outil pour la tonnellerie, ce n'est pas un outil pour les tisserands, ce n'est pas un outil... En tout cas, il n'y avait pas cet outil-là dans leurs ateliers qui était assez conséquent. Moi, j'avais aussi une autre proposition qui était le vannier. Ce n'est pas un outil pour le vannier. Mais il n'y avait pas de chapelier. J'ai assez souvent aussi la proposition de quelque chose qui sert à tenir en forme les tiges de bottes. Mais il faudrait que ce soit un peu un géant. Là, j'avais invalidé l'hypothèse dès le départ, parce qu'il faudrait que la botte soit vraiment... que la personne qui mette ses bottes soit très, très grande et très, très grosse. Donc, il me restait, après cette exploration qui a été négative, il me restait la dernière... Il ne me restait plus qu'une hypothèse. Alors, je n'avais pas l'hypothèse batelier. Donc, mais pour le batelier, ça serait pour pour ranger les filins ou quelque chose comme ça ? Alors, c'est peut-être encore ça, je ne sais pas. Mais moi, il me manquait que le chapelier. Et donc, il me reste ma dernière investigation possible, qui est l'expérimentation. Je n'ai pas pris mon chapeau, mais j'avais un chapeau en feutre qui m'allait très bien. Il est maintenant trop grand. C'est-à-dire que j'ai écarté. J'ai bien réussi à l'écarter. Une fois que cette expérience me permet de conclure que cet outil peut servir. Je ne suis absolument pas sûre que ce soit un outil qui serve à écarter les chapeaux. Ça peut servir à ça. Je suis retournée sur Google Images et je suis tombée là-dessus. C'est un agrandisseur de casquettes vendu en ligne actuellement. Et j'ai fait l'année dernière une conférence à Gap où j'ai fait la même activité et on m'a dit, quand vous sortez de la salle de conférence, il y a un chapelier juste à droite. J'ai donc été voir le chapelier qui m'a bien confirmé que c'était bien un outil qui servait à la maison, pas en professionnel, parce que les agrandisseurs professionnels sont beaucoup plus épais pour agrandir sur une plus grande largeur. Donc que ça pouvait servir d'agrandisseur, mais que c'était souvent vendu comme, je crois que c'est sur cette table-là que ça a été dit, comme un embauchoir de chaussures, c'est-à-dire pour garder en forme un chapeau quand on le range. Donc, à l'aide de cette petite mini-activité, on a un petit peu dépassé le temps que je m'étais imparti. On a vu les différentes investigations scientifiques possibles, l'observation, la manipulation, l'expérimentation et les recherches documentaires. Il y en a une dernière que vous avez dans le schéma que vous avez dans votre dossier, qui est la modélisation. Je ne voyais pas trop comment je pouvais modéliser quelque chose à partir de mon objet. Je passe maintenant aux petits ingénieurs. Et là, je ne vais pas vous faire fabriquer quelque chose cet après-midi en atelier pour ceux qui sont en atelier avec moi. Mais on va suivre je vais vous retracer une séquence que j'ai menée cette année dans une classe de CP. Une classe de CP de 24 élèves dans laquelle il y a un élève de CE1 qui vient passer la matinée en CP parce qu'il a des difficultés de lecture. Donc il fait la matinée en CP, l'après-midi dans sa classe de CE1. Et un petit autiste, je crois qu'on le voit, non, un petit trisomique qu'on voit à certains moments sur les photos, qui est accompagné d'une AVS. Donc, première séance, la situation déclenchante. Je suis arrivée dans la classe avec
des couvercles de ramettes de papier par binôme, et dans laquelle j'ai une collection de toupies, mais j'avais demandé dans l'école, pas dans la classe, mais dans l'école, que les élèves prêtent leurs toupies pendant 3-4 semaines à la classe de CP. Et donc chaque binôme d'élèves avait 3-4 toupies. Une seule consigne: pour utiliser ces toupies, pour jouer avec ces toupies, il faut être dans le couvercle de la ramette tout simplement pour ne pas avoir à les ramasser sans arrêt. Mais 5-10 minutes de découverte, pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient une toupie. Pour beaucoup, c'était un jouet assez courant, surtout les Beyblade, celles où on a un lanceur. Donc après qu'ils se soient amusés, qu'ils aient joué avec les toupies, ce qu'ils ont adoré, on a essayé de trouver les points communs à toutes les toupies. Vous avez vu, il y a des toupies en plastique, des toupies en bois, des toupies en papier. Il y avait une toupie en papier, il y avait des toupies avec lanceur, des toupies sans lanceur. Il y en avait des petites, des moyennes, des grosses, des circulaires, des octogonales. Il y avait plein de formes de toupies différentes, des lumineuses, des musicales. Donc on avait plein de types de toupies. On a essayé de trouver quels étaient les points communs à toutes ces toupies. Et on revient à du vocabulaire. On a désigné, on a enlevé le mot truc. Il y a un truc, il y a un gros machin, il y a un bâton. Tout ça, c'est devenu, dans une toupie, il y a un corps, il y a un axe, et au bout de cet axe, il y a une pointe. On a terminé la séance par renseigner un document. On l'a légendé, le dessin d'une toupie. On ne leur a pas demandé de dessiner, on leur a demandé d'écrire. Alors, on était en CP, c'était au mois de novembre, on a éplé, on a lu les 3 mots. Et ensuite, je vous ai mis qu'une photo d'un élève qui ne savait pas encore écrire. Il ne savait écrire que son prénom, donc il écrivait le prénom sur la feuille. Et il avait après à découper les 3 petites étiquettes qui sont devant lui et à les placer correctement. Il y a certains élèves qui étaient déjà dans l'écriture et qui donc ont pu écrire les 3 mots. Première séance de cette séquence de fabrication de toupies, puisque dès le départ, nous leur avions annoncé que ces toupies, elles n'étaient pas à nous et que donc, ça serait bien que chacun ait sa toupie, et donc on allait fabriquer des toupies. Donc, deuxième séance. Alors, c'est une classe dans laquelle je n'ai pas de classe, je ne suis pas enseignante dans une classe de CP, je suis formatrice, et c'est une classe dans laquelle j'interviens une demi-journée, en l'occurrence, là, c'était tous les lundis matins. Donc, le lundi suivant, j'arrive avec plein de boîtes avec du matériel que vous allez voir après. On fait un premier rappel, qu'avons-nous appris sur les toupies, qu'est-ce que vous pouvez me rappeler? Le vocabulaire est ressorti tout de suite. Le vocabulaire en action, le vocabulaire sur du concret. J'avais plus de bâton, j'avais plus de trucs, j'avais plus de machin. Et donc, on a réécrit axe, pointe et corps. Et j'ai sorti tout mon matériel. Je ne leur ai pas demandé ce dont ils avaient besoin. Je suis arrivée. J'anticipe une des critiques de toutes ces activités, c'est la chronophagie. Ça prend énormément de temps. Donc là, je ne leur ai pas demandé de quoi avez-vous besoin. Je leur ai amené des pics à brochettes, des cure-dents, des assiettes en carton, des bouchons plastique et des disques, des bocs de bière circulaires. Et donc, je leur ai demandé de réfléchir à la toupie qu'ils voulaient fabriquer. Soit réfléchir juste dans leur tête, soit de la dessiner. Mais ils avaient tous les objets devant eux et ils devaient décider si... Alors, ils ne se sont pas posés trop de questions. L'axe, c'était soit le cure-dent, soit la pique à brochette. Donc, est-ce que je prends un cure-dent, est-ce que je prends une pique à brochette? Comment je fais mon corps? Est-ce que j'utilise qu'un des éléments ou est-ce que j'assemble les 3 éléments? Et donc, une fois qu'ils avaient réfléchi, on leur a vraiment laissé ce temps, 5-10 minutes de réflexion. Ils ne se sont pas précipités vers le matériel, on leur a demandé de réfléchir. Et puis, on leur a démontré, un petit coup de main, s'il vous plaît, merci. On leur a démontré comment utiliser les outils que nous avions amenés,
qui étaient essentiellement des outils qui allaient servir à percer les corps, donc le disque de carton, l'assiette en carton ou le bouchon plastique. Là, pas de difficulté à utiliser ni à percer ces 3 objets, mais règle de sécurité, on utilisait une aiguille de piquage. Donc juste la seule règle de sécurité, c'était soit on perce, soit l'objet est rangé, mais on ne se promène pas dans la classe avec cet outil, qui est quelque part pas plus dangereux qu'un crayon de papier bien taillé, mais c'est quand même une aiguille. Nous avons obtenu ce genre de toupie, qui a énormément déçu les élèves parce qu'il n'y en avait qu'une sur les 24 qui fonctionnait. L'élève qui avait choisi cure-dent, bouchon plastique et qui avait percé le bouchon bien au centre avait une toupie fonctionnelle. Tous les autres, vous voyez, soit le cure-dent ou le pic à brochette n'était pas positionné au centre du corps, soit les trous étaient bien trop grands et l'axe n'était pas solidaire du corps, soit l'axe n'était pas perpendiculaire au corps, et donc les toupies ne fonctionnaient pas. Donc on était très déçus. Non, il me manque revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Il me manque un tableau. Voilà. Je vous les ai réécrits parce que ma photo était pas bonne de mon tableau. Et donc, après observation, on a dit que pour qu'une toupie tourne, il faut que l'axe soit vertical, le corps soit horizontal. Ils nous ont évidemment pas dit perpendiculaire. Ils ne nous ont pas non plus dit vertical, horizontal. Ils nous ont dit qu'il fallait que l'axe soit bien droit et que le corps soit comme ça, à l'italienne. On n'a pas introduit le vocabulaire perpendiculaire, on a décidé ça avec l'enseignante, parce que ce n'était que des CP. Par contre, vertical et horizontal, ça c'était un vocabulaire connu, on l'a donc juste réinvesti, parce qu'en maternelle, le nombre de fois où on leur demande de faire des lignes horizontales et des lignes verticales, c'était des mots, un lexique connu. Il fallait que l'axe soit au centre du corps et il fallait que l'axe et le corps soient alors solidaires. Ça, c'est un mot que nous avons introduit. Évidemment que pour eux, il fallait juste que l'axe et le corps ne bougent pas. C'est comme ça qu'ils nous l'ont verbalisé. Troisième séance, troisième séance, on aurait pu de nouveau faire une fabrication. Maintenant qu'on sait comment faire pour qu'une toupie tourne, eh ben, on refabrique. Un des objectifs de la séquence était de leur faire comprendre que quand on veut faire des expériences, il faut absolument que, quand il y a plusieurs paramètres en jeu, qu'il n'y en ait qu'un qui soit modifié. On ne peut pas conclure ce qui va faire que ma toupie tourne longtemps si je change à la fois la longueur de l'axe et la grosseur du corps. Donc, on a trouvé les paramètres qui pouvaient changer les choses. On a volontairement, là encore une fois parce que c'était des CP, oublié volontairement, et c'est pas sorti, donc tant mieux, la vitesse, parce que c'est un des paramètres importants. Plus votre toupie va tourner vite, plus elle tournera longtemps. Et donc, pour qu'une toupie tourne longtemps, on s'est posé la question de quelle était l'influence de la longueur de l'axe, de la grosseur du corps et de la position du corps sur l'axe. Et on a préparé un matériel pédagogique. Ici, c'est un binôme qui va travailler sur la longueur de l'axe. Donc 3 toupies identiques, le corps est identique, la position du corps sur l'axe est identique, mais les longueurs sont différentes. Ici, la grosseur du corps. Et la dernière, la position du corps sur l'axe. Et les enfants, par binôme, ne faisaient qu'une des expériences. Ils avaient en responsabilité soit la longueur de l'axe, soit etc., etc. Et ils avaient un document à renseigner où ils avaient juste à entourer la toupie qui était la toupie qui tournait le plus longtemps possible. En fin de séance, on a mutualisé tous les binômes. Pour les binômes qui n'avaient pas trouvé, qui travaillaient sur le même paramètre et qui n'avaient pas trouvé la même réponse, on a refait en collectif l'expérience pour
pour qu'une toupie tourne longtemps, il faut que le corps soit le plus gros possible, l'axe moyen et le corps le plus bas possible sur l'axe. Et les élèves avaient à dessiner dans cette partie-là la toupie idéale. Et dernière séance. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour qu'une toupie tourne correctement et qu'elle tourne longtemps. Et donc, on a fabriqué en reprenant les mêmes outils. Et donc, la toupie qui a été fabriquée, là, c'était juste pour vous montrer, comme je suis un petit peu en retard, peut-être que je vais faire ma partie mathématique, pour trouver le centre la toupie qui a été collectivement conçue. C'était une toupie avec un pic à brochette coupé à peu près aux 2/3, un bouchon de plastique et un des bocs de bière, un des disques en carton. Ils associaient le bouchon en plastique et le disque en carton. Autant pour le bouchon plastique, c'était facile de trouver le centre. L'injection des bouchons plastiques fait qu'il y a un petit point qui montre le centre tout le temps. Sur le boc de pierre, c'était difficile. Et donc, pour trouver le centre d'un disque, il y a eu une séance décrochée de mathématiques où on est abouti à... On traçait le disque sur une feuille de plastique souple. On pliait cette feuille de plastique souple en 4 et elle servait de gabarit pour trouver le centre du boc. On a introduit l'équerre. On savait qu'il fallait que l'axe soit vertical et le corps horizontal. Donc pour vérifier ça, il existe un outil, l'équerre. Il y avait une étape de décoration importante pour eux. Et dernière partie de la séance, on a remis dans l'ordre les différentes étapes de fabrication qui étaient illustrées. Et à l'oral, on leur a demandé pourquoi. Une fois que les opérations étaient remises dans l'ordre, on leur a demandé pourquoi on a percé au centre du disque. Pourquoi on a été obligé de couper le pic à brochette. Et ce qu'on attendait, ce qu'on a évalué, je ne sais plus avec qui je discutais ce matin sur l'évaluation, on n'a pas fait une évaluation sommative, on a fait une évaluation sur est-ce qu'ils étaient capables de justifier toutes les opérations. Pourquoi on a utilisé l'équerre? Ce qu'on attendait, c'est parce qu'il fallait que l'axe soit vertical et le corps horizontal. Évidemment, dernière partie de la séance, on les a laissés jouer avec leurs toupies qui tournaient toutes. Vite et longtemps. Alors, ça, c'était pour les 2 démarches. Il me reste 10 minutes. J'ai envie, parce que ce que je voulais vous montrer, c'était de comparer 2 séquences de fabrication d'objets roulants entre maternelle et cycle 3. Vous montrer qu'en maternelle, quelque part, on avait des objectifs qui étaient à peu près les mêmes que ceux que nous venons de vivre pour la toupie. La séquence est à peu près identique. Mais on a des problèmes techniques. On s'aperçoit après une première fabrication qu'il y a des élèves qui ont scotché les roues. Donc, quand on fait une petite voiture avec des roues scotchées, la petite voiture, elle ne roule pas, elle glisse. Et donc, comment résoudre ces problèmes techniques? Pour le cycle 3, le chariot, je vais juste vous montrer le début et après, on s'arrêtera. Donc, pour la maternelle, j'introduis, quand je travaille dans des classes de maternelle, j'introduis toutes les séquences avec une marionnette, objet transitionnel. Ma marionnette s'appelle le professeur Einstein, a vraiment une tête de vieux monsieur avec des lunettes. Là encore, on le décrit avant de commencer. Et là, c'est le professeur Einstein qui vient en classe, il habite dans le placard de la maîtresse. Et il vient poser des problèmes scientifiques et techniques aux élèves, il vient demander leur aide. Et là, son amoureuse est partie en Angleterre et il avait besoin d'une voiture pour aller la retrouver. Ça, c'était le problème de la maternelle. Pour les cycles 3, l'objectif, ce n'était pas la fabrication d'un objet roulant. On trouvait qu'il fallait que les roues ne soient pas scotchées pour tourner. Je pense que pour les CM2, ce n'était pas à ce niveau-là. Par contre, je leur ai fait fabriquer ce chariot en suivant une fiche de fabrication. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont juste été obligés
de travailler sur grandeur et mesure, je leur ai donné un plan, donc de reproduire un plan, donc de travailler avec des outils de mesure et de suivre une fiche de construction. Mais après, il fallait que cet objet roule à l'aide d'une énergie renouvelable. Et donc, recherche documentaire déjà pour comprendre ce que c'était qu'une énergie renouvelable. Juste pour vous montrer le résultat des cycles 3, qui, après une recherche documentaire et de la conception, sont arrivés pour certains à une voiture qui est propulsée grâce à de l'air sous pression avec un ballon, les seconds à l'aide d'une hélice, les troisièmes avec des cellules photovoltaïques. À chaque fois, il y a eu des problèmes techniques à résoudre. Le ballon, il fallait qu'il soit au-dessus, puis il fallait aussi s'apercevoir que la voiture allait à l'envers de ce qu'on a envie. Le ballon, il est devant, il n'est pas derrière. Sinon, la voiture avance à l'envers. Pareil pour l'hélice. Les 3 photos qui ne s'avancent pas parce que je savais que je serais... Non, en arrière, merci. Ici, vous voyez que l'hélice, ils ont été obligés de la déporter pour qu'elle ne touche pas le sol. Mais après, une fois qu'elle était déportée, eh ben, elle faisait basculer le chariot. Donc, ils ont dû mettre un contrepoids pour que la voiture soit horizontale. Donc, ces fabrications leur ont permis de mettre en action plein de concepts, évidemment scientifiques et techniques, mais aussi mathématiques. On aurait pu, dans d'autres fabrications, un travail autour de l'appareil photo, faire de l'histoire, sur l'histoire de la photographie. Enfin, il y a plein de transversalités possibles. Hein. Donc, on va maintenant fermer les yeux, aller presque jusqu'au bout. Je ne vous montre pas tout ça, juste... Il y avait des petites gouttes sur mon prési que je n'ai pas détaillées, mais c'était des petites gouttes qui se reportaient aux 5 domaines du socle commun. Dans une séquence de fabrication, on peut balayer tous les items du tronc commun. On travaille en groupe, on est obligé d'argumenter, on est obligé de faire des concessions, on est obligé d'expliquer ce que l'on doit faire. Et donc je vous montre juste, et je vous fais vivre la modalité que moi j'aime bien, qui s'appelle les défis technologiques, qui se font en 3 temps. Un premier temps de présentation du défi. Et pour cette présentation du défi, j'ai inventé le petit personnage qui est en bas et qui s'appelle Tactic Tech et qui écrit des vraies lettres aux classes qui participent au défi que je mène dans plusieurs circonscriptions de l'Académie de Paris. Et donc, à chaque fois, dans la première partie, c'est du français. C'est de comprendre ce que Tactic Tech nous demande. Et dans mes formulations, il y a toujours des formulations qui demandent à être explicitées. Là, par exemple, sur celui-ci, il fallait faire une machine capable de faire sauter un petit personnage qui était dans la lettre, et il fallait que le personnage saute plus haut que 3 caplas. Dans la photo suivante, cette année-là, il y avait aussi un petit personnage dans la lettre, dans l'enveloppe, et il fallait que ce personnage passe du sol sur une table, mais la table devait être plus haute que 7 ramettes de papier. Donc là, ils sont en train de trouver... Ils ont été chercher 7... On leur a montré ce que c'était qu'une ramette de papier. Personne ne savait ce que c'était qu'une ramette de papier. Ils ont été chercher 7 ramettes, ce sont des moyennes sections, dans le bureau du directeur. Ils ont ramené les 7 ramettes, ils les ont empilées, et il fallait trouver la table qui était plus haute qu'eux. Alors, même thématique chaque année, mais évidemment des formulations différentes pour les 3 cycles. En français, en maternelle, phrase courte, présent. Cycle 2, phrase un petit peu plus complexe. Et on introduit pour les fins de cycle 2 du futur. Cycle 3, phrase complexe. Cycle 2, généralement pas de mesure. Cycle 3, mesure. On a passé, ça c'était celui de cette année, une lettre de Tactic Tech qui a retrouvé dans ses couloirs, dans ses
placard une feuille froissée avec un bout de schéma et un bout de texte. Il pense que c'est une machine qu'il a inventée et il demande aux élèves de réinventer une machine dont le schéma et le texte puissent coïncider avec le petit bout de papier qu'il a trouvé. Première étape, les élèves ont... ça, c'est la trace écrite d'un cycle 3. Voilà ce qu'on a fait à partir du schéma incomplet. Deuxième étape, on recherche. On fait des dessins. Ça, c'est, alors, on fait des dessins pas en petite section et en moyenne section parce que les dessins servent à rien, en tout cas là-dessus. Là, mais ça, c'est une grande section pour l'histoire du petit personnage qu'il fallait monter sur une table. Dessin individuel, puis les élèves sont regroupés, ceux qui ont des idées identiques, on les regroupe et ils essayent. En maternelle et en cycle 2, on a beaucoup d'élèves qui nous inventent des appettes ou qui nous dessinent des baguettes magiques. Donc là, on a une étape où, à l'aide d'albums, à l'aide de photos, à l'aide d'objets, on passe de l'imaginaire à la vie réelle. Et donc, pour le petit personnage qui monte, on avait des grues, on avait des tire-fesses, on avait plein d'objets ou plein de photos qui pouvaient montrer les mécanismes pour qu'on n'ait plus de baguettes magiques et plein de petites fleurs dans tous les sens. Donc là, ils fabriquent, ils testent plusieurs fois. Ça, c'est pour toujours le cycle 3 et celui de cette année. Dans une classe, il y a toujours plusieurs groupes. Mais pour la dernière partie, qui est la restitution entre classes, on va montrer ce qu'on a trouvé aux autres classes. Il n'en faut qu'une. Sinon, on y passe une semaine. Donc, on doit voter, ou on doit trouver un système pour que la classe choisisse un des prototypes. Puis, dernière étape, c'est la restitution, où, je ne vais pas vous montrer, c'est des vidéos, ça dure trop longtemps. Chaque classe vient présenter, mais pas son prototype. Évidemment, le prototype est là et le prototype sera mis en fonctionnement. Mais ce qui est important, c'est les élèves vont devoir expliquer la démarche, les erreurs qu'ils ont faites, les soucis qu'ils ont eus et ce qu'ils ont appris. Et maintenant, j'aimerais vous mettre au défi de, peut-être, mais je vais vous avez dans votre pochette une feuille blanche et une feuille avec des outils. Ça s'appelle la boîte à outils pour la classe. Je l'ai amenée, elle sera dans la salle des prunonniers. Est-ce qu'on peut revenir en arrière de deux... Et donc, vous voyez que c'est pas facile à lire comme ça. Je vous mets au défi, avec cette page, de faire un vrai petit livre où toutes les pages se lisent dans le bon sens. La feuille blanche, c'est pour vous entraîner. Je vous montre, il y a plus... Alors, importance d'un défi, il y a toujours plusieurs solutions. Là, l'impression fait qu'il n'y en a qu'une. Mais pour faire d'une page plusieurs pages, vous avez, je vous les ai fait ici en A3, enfin même en A2. Voilà ce que je veux. Je veux un vrai dos et je veux 8 pages. Et il y a des paires de... Vous avez le droit qu'à une chose, à des paires de ciseaux. Et ils sont dans les boîtes qui sont juste à côté.
Alors, je vous donne la solution. Vous pliez dans le sens de la longueur. Une fois. Vous dépliez. Vous pliez dans le sens de la largeur. Une première fois et une seconde fois. Là, vous avez des plis qui encadrent toutes les pages. Quand vous dépliez. Vous dépliez une fois pour avoir votre feuille pliée en deux dans le sens de la largeur. Et vous venez avec des paires de ciseaux que mon collègue vous a distribuées. Coupez. Attention, écoutez-moi bien. En partant du pli jusqu'au pli médian. En fait, vous faites un trou au milieu de votre feuille. C'est bon? Ensuite, vous repliez dans le sens de la longueur et vous ramenez tous les plis. Dit aux élèves, vous faites le canard. Vous trouvez la couverture et ça vous donne un petit livre avec une raie d'eau et 8 pages. Et là, normalement, le texte est à l'endroit, les images sont dans le bon sens. C'est bon? Pour ceux qui se sont trompés, j'ai du rap. Merci.